le M72 Law et le M2 Browning des lance-roquettes. Bien que dans quelques années, 7 décennies se seront écoulées depuis son développement, il refuse de disparaître. En fait, il n'existe pas de remplaçant direct, loin de là. Sa disparition est prévue dans les décennies à venir et son service devrait même durer jusqu'en 2050. Mais pourquoi une arme jetable, qui a certainement une puissance de feu réduite par rapport à des armes plus modernes de son type, est-elle encore en service? Parce qu'elle a complètement échoué au Vietnam, et malgré cela, pourquoi les États-Unis en fabriquent-ils encore des millions? Dans cette vidéo, nous analyserons la situation actuelle du M72 Law et la raison de son extrême longévité. Installe-toi confortablement et bienvenue au Guns Club. Avant le M72, là où l'armée américaine était dans une situation difficile. En 1960, pour détruire un char, on utilisait le M20 Super Bazooka, un énorme lance-roquette qui nécessitait 2 hommes pour être utilisé, est entré en service pendant la guerre de Corée et était très efficace. Cependant, il pesait 6,5 kg sans compter les munitions et mesurait 1,52 m, presque autant qu'un soldat de petite taille. Il pouvait être divisé en 2 pour le transport, mais de toute façon, c'était une arme qui semblait être plus adaptée à la guerre de la fin des années 40. En 1959, à Redstone, Arsenal, Alabama, une équipe dirigée par Hess Eastern et des représentants de la branche d'artillerie de l'armée américaine se sont mis au travail. L'objectif était simple, créer une arme anti-char pour un seul homme, aussi légère que possible et qui puisse effectivement neutraliser la cible. Un char, un Panzerfaust, mais adapté aux chars modernes, c'est ici que les 2 concepts allaient émerger. Un moteur à propergol solide, extrêmement petit pour l'époque, et un tube télescopique qui raccourcissait l'arme pendant le transport. C'est ainsi que le prototype XM72 a vu le jour en 1961. Il a fallu toute une année d'essai pour qu'il remarque l'immense amélioration par rapport aux armes de l'époque. Et il a été standardisé en 1962 sous le nom de M72 lancé. Très spécial et avancé pour l'époque, le corps était un tube en fibre de verre et en aluminium qui contenait une roquette à charge creuse de 66 mm. Il ne pesait que 2,5 kg, soit presque 3 fois moins que le Super Bazooka. Il nécessitait un seul utilisateur et pouvait être déployé en quelques secondes. C'est vraiment une merveille, mais en raison de ses caractéristiques, ceux qui ne l'ont jamais utilisé ont du mal à savoir comment le déployer, alors qu'en réalité, c'est assez simple. D'abord, on enlève l'anneau de sécurité qui bloque le couvercle arrière, puis on retire le couvercle qui possède un mécanisme pour le verrouiller fermement. Il doit être complètement retiré. Enfin, on l'étend jusqu'à ce qu'il fasse un clic, puis on crie vers l'arrière pour que les camarades qui se trouvent derrière s'écartent. Le jet de flamme d'un M72 peut atteindre 15 mètres, donc il vaut mieux que personne ne se trouve derrière. Enfin, une fois la cible acquise, on tire vers l'avant le levier d'armement, puis on appuie sur ce bouton pour tirer. Tout le processus peut être réalisé en 10 secondes. La performance du M72 au Vietnam pourrait être qualifiée de mitigée. D'un côté, son aide a été inestimable, s'avérant extrêmement utile pour détruire les fortifications et les défenses légères du Viet Cong. Cependant, comme toute arme américaine dans ce conflit, elle a souffert de problèmes de fiabilité, en plus de 2 problèmes vraiment graves qui ont conduit à son échec total. Le premier, curieusement, était lié à des difficultés à accomplir ce pourquoi il avait été conçu. Vaincre les blindés. Ceux-ci ont été testés sur des semi-chenillés et des véhicules blindés de transport de troupes, cependant, il a rarement réussi à détruire un blindé au Vietnam. La bataille la plus remarquable où il a été utilisé fut celle de Lang Bay en 1968 lorsque 12 PT-76 de l'armée nord-vietnamienne ont attaqué un campement des forces spéciales américaines. Les défenseurs disposaient d'une douzaine de LEU et ont organisé des escadrons anti-chars improvisés. Beaucoup de roquettes ont simplement dysfonctionné ou ont percuté sans exploser, bien qu'au moins un char ait été détruit. C'était assez pathétique, mais la cerise sur le gâteau fut les nombreux cas d'ogives qui explosaient en l'air, blessant leurs utilisateurs. Lorsque le conflit a pris fin, ils ont été irrémédiablement retirés du service à cause de ce problème et on a commencé à chercher un remplaçant.
Au milieu des années 70, le programme ELAW a été créé et lorsqu'il a été confié à l'entrepreneur General Dynamics, les mêmes qui fabriquent ce bébé, il a été baptisé programme Viper. Mais l'armée est devenue un peu folle avec cette nouvelle arme. Ils voulaient une marge d'amélioration similaire à celle qu'ils avaient vue du Super Bazooka au M72 LAU. Et ils ont créé des exigences vraiment folles, comme le fait qu'elle devait être aussi bon marché qu'une grenade pour que les soldats puissent emporter ces nouvelles armes à la place des grenades. Après cela, une enquête complète a été ouverte contre General Dynamics, car ils avaient promis que la production d'un Viper coûterait 79 $ une fois la production de masse lancée, ce qui n'était vraiment pas tenable. Et finalement, après de nombreux allers-retours et apparemment un étrange boycott de la part des politiciens, ce qui a conduit à une réduction du budget de 68%, le Viper n'a pas pu être l'arme que l'armée voulait. Finalement, en 1983, une compétition a été organisée entre le tout nouveau AT-4 suédois et une version améliorée du M72 LAW que nous avons vu au Vietnam, le E-4. À ce moment-là, l'armée voulait une arme anti-char immédiatement et l'AT-4 a battu le E-4 parce qu'il avait un meilleur taux de réussite. Ainsi, à la fin des années 80, l'AT-4 était la nouvelle arme anti-char de l'armée américaine. Bien que, en réalité, le M72 LAW soit resté en service indéfiniment, puisque l'armée de l'air a continué à en acheter et que l'armée disposait également d'un stock gigantesque de ce modèle. Ainsi, pendant la guerre du Golfe et les opérations qui ont suivi en Irak et en Afghanistan, il est curieux de noter que les deux armes ont été utilisées. Et finalement, les dernières versions du M72 se sont avérées meilleures que la T4, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, presque. Le M72 LAW a réussi à détrôner la T4 malgré ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan, permettant au M72 LAW de prendre autant d'avantages sur la T4. Dans ces conflits, l'infanterie n'a pas eu à affronter des blindés modernes, donc un bon tir de M72 LAW suffisait à neutraliser un vieux char. C'était courant parmi les armées opposées, en fait. Le plus fréquent était d'affronter des pick-up Toyota armés ou des véhicules faiblement blindés. L'AT-4 avait un rôle anti-char, mais le M72 suffisait. Le M72 pesait environ 3 kg et dans sa forme compacte, il mesurait 63 cm. La AT-4 pesait 7 kg et mesurait 104 cm et il n'était pas du tout aussi polyvalent que le M72. Transporter un AT-4 dans un Humvee était un vrai casse-tête, et dans un hélicoptère, c'était encore pire. Le coût d'un M72 était de 2000 $, tandis que celui d'un AT-4 était d'environ 6000 $, c'est pourquoi il n'était pas conseillé de gaspiller des ogives sur des cibles qui pouvaient être détruites autrement. Même si l'AT-4 était meilleur, le M72 LAW est devenu plus qu'une simple arme anti-char. Dans ces conflits, il a rempli le rôle qu'avait autrefois le M79, un lance-grenade à longue portée, sauf que dans ce cas, il lançait des roquettes. En Irak, il a connu un succès fulgurant, s'avérant extrêmement efficace dans le combat urbain. Dans les montagnes d'Afghanistan, les soldats préféraient le M72 LAW car il pouvait emporter deux et rester plus léger qu'avec un seul AT-4. Entre 2005 et 2010, le corps des Marines des États-Unis a acquis près de 25 000 M72 LAU A7. Et en 2010, l'armée américaine a recommencé à utiliser de façon standardisée le système M72 LAU A7. Les Marines ont régulièrement commandé des M72 depuis lors, en même temps que l'armée. Et aujourd'hui, il existe des versions bien meilleures, conçues spécifiquement pour détruire des infrastructures, comme des véhicules blindés tels que le M72A8 ou le M72ADX. Pour la production de ces nouveaux modèles, un important contrat de 500 millions de dollars a été conclu et on s'attend à ce qu'ils soient entièrement déployés d'ici 2027. Étant donné qu'ils ont une durée de vie de près de 20 ans, nous pourrions voir ces roquettes en service jusqu'en 2050, à moins qu'une version améliorée ne soit développée entre-temps. Ainsi, le M72 LAW sera un outil inestimable pendant bien plus longtemps que ce que nous pensions. Pourquoi les MP40 ont-ils été utilisés au Vietnam? Dans cette vidéo, découvrez pourquoi. Merci d'avoir regardé. Au revoir.